Du respect des règles de la circulation en route dépend la sécurité des usagers. Que l'on soit à moto, à voiture ou même à pied, plusieurs types de signalisation routière s'imposent à nous et favorisent ainsi la cohabitation entre usagers de la route. Alors, quelles sont les implications du code de la route? Est-ce que nous, usagers, nous les respectons vraiment? Quelles sont les différentes problématiques liées donc à la circulation et à la sécurité routière? Suite de notre série d'émissions sur la circulation et la sécurité routière avec notre invité de cette semaine, Monsieur Corvi était, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'être encore là cette semaine pour répondre à nos questions afin d'éclairer de votre lanterne l'opinion de nos différents téléspectateurs. Vous êtes chef service régulation du comportement des usagers de la route au Centre national de sécurité routière CNSR. Merci d'être là. C'est moi plutôt qui vous remercie de l'opportunité que vous m'offrez encore d'échanger avec nos partenaires privilégiés que sont les usagers de la route. Absolument. Et c'est un plaisir pour nous de vous recevoir ici dans nos murs à l'Assemblée nationale du Bénin. Merci. On a parlé la semaine dernière dans notre émission des concepts clés qui nous préoccupent depuis qu'on a démarré cette série d'émissions sur la circulation routière, mais également la sécurité routière. On a défini clairement ces deux concepts. On a situé ces deux concepts dans, on va dire, si j'ai envie de dire, dans la géopolitique, que ce soit africaine, que ce soit mondiale avec les Nations Unies, mais également on est revenu au Bénin et on va continuer cette semaine avec vous. Et déjà, j'ai envie de vous demander quelles sont les principales problématiques liées au concept de la circulation routière. C'est une question un peu piège. Comment, mais qui se résume à, on va dire, à un objectif précis. C'est, en termes de problématique, c'est comment on fait pour réduire à la fois les tués, bon, je vais dire les morts, oui, donc les décès, et les blessés de la route. Blessés graves, blessés légers. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour réduire considérablement les accidents de la circulation, donc en nombre et aussi en gravité. Ça, c'est l'essentiel de la problématique autour de laquelle tournent ces préoccupations de circulation et de sécurité routière. Et quand on creuse un peu, on se rend compte que à cette problématique générique sont associées d'autres problématiques spécifiques sur lesquels les États, les gouvernants, ont besoin d'agir pour réaliser l'objectif attaché à la problématique essentielle, c'est-à-dire la réduction des accidents en nombre et en gravité. Et au Bénin, chez nous, le premier problème sur lequel on doit agir, c'est l'excès de vitesse. D'accord. Donc je veux parler des facteurs de risque en fait. C'est ça. Les grands facteurs de risque au Bénin, l'excès de vitesse, qui, lorsque vous avez la chance de lire les procès-verbaux d'accidents de la circulation, c'est-à-dire les documents d'enquête préliminaire qui sont dressés par les OPJ à la suite des accidents de la circulation, lorsque vous lisez ces procès-verbaux, ce qui frappe tout de suite au regard de la violence du choc, au regard du nombre élevé des victimes, ce qui frappe tout de suite, c'est l'élément vitesse. C'est ça. C'est l'élément vitesse et nous avons... Oui. Oui, allez-y. À quel moment parle-t-on d'excès de vitesse? Si par exemple je suis en circulation et que je roule, peut-être suis-je pressé pour aller au rendez-vous, peut-être suis-je vraiment en retard pour mon émission, moi, journaliste, ou pour quelqu'un qui est médecin et qu'on a appelé en urgence. À quel moment doit-on lui dire qu'il est en train de verser dans l'excès de vitesse? Oui, c'est une question essentielle. Parce que je me rappelle encore, il y a quelques années où le Centre national de sécurité routière faisait les contrôles de vitesse avec les cinémomètres de l'époque. Les gens nous disaient, je n'allais même pas vite, j'étais à 60 km à l'heure, ils m'ont pris. Oui. À 60, c'est comme si le véhicule ne bouge pas. C'est ça. Donc, l'excès de vitesse, ce n'est pas la grande vitesse. La notion d'excès de vitesse est corrélée à celle de limitation de vitesse.
chaque fois qu'il y a une limitation de vitesse sur une infrastructure routière et que vous allez au-delà de la limitation, donc quand vous violez la limitation de vitesse en vigueur, on va dire que vous êtes en excès de vitesse. Un exemple factuel, Oui. Devant une section traversant une section qui passe devant une école, la mairie a mis 30 km à l'heure. Vous imaginez dans quel panneau on va le mettre au moins? 30 km à l'heure. On va le mettre dans un panneau de prescription absolue, c'est-à-dire un panneau de forme... d'obligation. Non, c'est pourquoi j'ai commencé par dire... On va mettre cette limitation dans un panneau de prescription absolue, les panneaux de la catégorie B. Bon, on ne va pas faire ce détail, oui. Ça c'est un peu plus simple. Dans les auto-écoles. Non, pas dans les auto-écoles. C'est beaucoup plus quand on échange avec les ingénieurs routiers sur voilà, la signalisation. On va pas dire limitation à 30, on va évoquer la désignation des panneaux par rapport à leur code. D'accord. Donc ici, pour faire simple ici, oui. On dit limitation de vitesse à 30 km à l'heure devant une section qui passe, sur une section qui passe devant une école. Oui. On va mettre cette limitation, la mairie va mettre cette limitation dans un panneau de prescription absolue. Et les panneaux de prescription absolue, nous avons deux grandes familles. Considérez la prescription absolue comme une collectivité. Et à l'intérieur, vous avez deux grandes familles. Il y a les panneaux d'interdiction. Et puis, il y a les panneaux d'obligation. Et les panneaux d'interdiction seront accompagnés des panneaux de fin d'interdiction. Les panneaux d'obligation seront accompagnés des panneaux de fin d'obligation. Donc, pour le cas qui est le nôtre, nous allons mettre cette limitation dans un panneau d'interdiction. Donc, un panneau à forme circulaire, de bordure rouge, avec un fond blanc. Et l'inscription de la limitation sera, la convention sur la signalisation routière dit, sera en une couleur sombre. Donc, on pourra admettre du noir. C'est ça. Certains pays vont admettre, par exemple, du bleu nuit. C'est aussi une couleur sombre. Mais nous optons beaucoup plus pour la couleur noire. Donc, on va mettre 30 dans ce panneau circulaire de bordure rouge fond blanc pour dire, sur cette section, on ne doit pas dépasser 30. Quand vous serez à 30,5, 30,1, 30,2, pour être rigoureux, mais aucun policier ne vous prendra à 31 parce qu'il fera un peu attention aux marges d'erreur, aux marges de tolérance prescrites par le constructeur chez qui il a acheté son cinémomètre, c'est-à-dire son radar. D'accord. Mais lorsque vous êtes à 32, sinon normalement, quand vous êtes à 30,05, vous êtes en excès de vitesse. Vous circulez à une vitesse élevée par rapport à la normale, à la prescription telle qu'elle est réglementairement établie. C'est ça l'excès de vitesse. Donc si sur cette section, on a mis, par exemple sur les chantiers, et si la police fait ça, mon vieux, je crois qu'elle va en ramasser elle va en ramasser. Sur les chantiers, on met parfois 20. D'accord? Oui. Alors si la police positionne un radar à l'entrée d'un chantier et que vous arrivez sur ce chantier, vous traversez le panneau à 23, 24, vous imaginez une allure 23, 24, c'est comme si vous pouvez descendre et puis aller avec la voiture. Absolument. Mais si vous roulez à 23, 24, vous êtes en excès de vitesse par rapport à la limitation prescrite sur ce tronçon de route. Donc l'excès de vitesse s'analyse en termes de violation de la prescription établie et qui est ostentatoire. Elle est visible par l'usager. D'abord, par rapport à son environnement immédiat. Et ça, c'est l'excès, c'est la vitesse impérative prescrite par les zones agglomérées. Donc, lorsque nous sommes en agglomération, c'est 50 km à l'heure. Lorsque cette vitesse impérative doit être réduite par l'autorité municipale, puisque le maire a des pouvoirs de police, il a, on va dire, les prérogatives pour gérer la circulation dans son espace. Lorsque le maire va vouloir, on va dire, faire descendre un peu cette limitation de vitesse, il va vous afficher un panneau. Il peut mettre 40, il peut mettre 30, il peut mettre 20. D'accord? Donc ça, c'est
la notion d'excès de vitesse. Mais à côté de ça, il y a une notion beaucoup plus subtile. Oui. C'est vrai que les forces de sécurité publique ne s'y aventurent pas trop parce que, bon, ça peut donner lieu à contestation et tout ça. C'est la notion de vitesse inappropriée ou inadaptée. C'est-à-dire? Elle sera appréciée in concreto par rapport à l'agent qui est en train de veiller à une bonne circulation de la voie publique. On a dit que la vitesse est limitée à 50 km/h en agglomération. Nous avons traversé une vague de brouillard il y a quelques semaines là, passées. Certains ont estimé que c'était le vent de l'Alizé continentale du Nord qui est arrivé jusque-là, d'autres on parlait de réchauffement climatique. Bref, nous avons tous vu les effets. C'est la brume par endroits, oui. C'est des nuages de poussière, de visibilité de toute façon. Manque de visibilité. On dit que la vitesse est limitée à 50 km/h. Vous avez une visibilité qui ne dépasse pas 50 mètres. Vous êtes à 50 km/h. Le policier qui est en train de faire sa mesure, si vous êtes à 50 km/h, il peut apprécier une concrétude pour dire, compte tenu des conditions atmosphériques du moment, vous ne pouvez pas vous permettre d'aller à 50 km/h. Votre vitesse est inappropriée. Et ça, c'est des notions que nous avons consacrées dans le projet de loi portant code de la route pour que chacun puisse comprendre qu'il n'y a pas de petites infractions en matière de circulation routière et que nous soyons vraiment des conducteurs responsables. Donc bref, on va apprécier la vitesse inadaptée ou la vitesse inappropriée par rapport aux conditions atmosphériques ou par rapport ça peut être le climat, la météo. Voilà, tout ça. Mais par rapport aussi à l'état d'encombrement de la chaussée, de l'environnement. On a dit la vitesse est à 30 km/h devant les écoles. Vous avez ça, vous pouvez rouler à 30 km/h. Mais il se fait que c'est l'heure de sortie des enfants. Et vous êtes à 30 km/h. Le policier qui est là, qui a pu mesurer, mais là, il faut qu'il puisse rapporter la preuve que vous étiez vraiment à 30 km/h, va estimer que votre vitesse n'est pas adaptée à la situation d'encombrement du moment. À la traversée, avant que les aménagements ne se fassent un peu sur la RNE 2, je prends la portion, le marché de Sehoué. Vous avez sur une longue période, le marché s'animait sur la voie publique. Et on a dit en agglomération, la vitesse est à 50. Est-ce qu'on pouvait faire 50 km avant ces aménagements? Aucun conducteur ne pouvait faire 50 km à la traversée du marché de Sehoué. Parce qu'il intégrait que les populations, les vendeuses pouvaient faire irruption sur la chaussée. Il y a des activités marchandes. Ce n'est pas normal, mais il y avait des activités marchandes sur la chaussée. Donc l'état d'encombrement de la chaussée fait que le policier, l'agent de sécurité publique, donc policier républicain, peut décider de sanctionner. Mais là, il faudrait qu'il rapporte la preuve que vous avez fait tant et tout ça là, et puis il va démontrer cela. Ça peut donner lieu à quelques contestations, mais généralement, c'est que ça sera apprécié sur la base des éléments rapportés dans le document, le PV, qu'il aura, si vous voulez aller devant le juge, le PV qui aura été dressé à l'attention du procureur. Donc voici la distinction qu'il faut faire entre l'excès de vitesse, qui elle est liée à la violation d'une prescription routière de limitation de vitesse, et la vitesse inadaptée ou inappropriée, qui elle sera appréciée in concreto par l'agent de police républicaine, ou républicain, je ne sais pas, voilà, mais c'est la police républicaine. La police républicaine, oui. L'agent, lui, il est policier républicain. Il est policier républicain, voilà. Donc, c'est la nuance qu'il faut faire entre les deux concepts. Mais dans l'un ou l'autre des cas, qu'elle soit inadaptée ou excessive, c'est que c'est le facteur en pôle position dans l'analyse de l'accidentalité routière dans notre pays. Ce n'est pas une particularité du Bénin, c'est aussi lié, corrélé à tout ce qui est développement technique et technologique qu'il y a dans les véhicules. Absolument, puisque au fur et à mesure que la technologie évolue et que les véhicules performants arrivent, on a de plus en plus envie de les expérimenter, de les éprouver. Voilà. Justement. On a parlé de ça. Oui, on a parlé de l'excès de vitesse. Vous avez
clairement expliqué ce qu'il en est, avec les subtilités, les implications, mais au-delà de ce facteur, tout à l'heure, puisqu'on parlait des facteurs de tuerie, ou des facteurs qu'on enregistre en circulation, et qui engendrent des situations on va dire des facteurs de risque routier. De risque routier. Oui, des facteurs de risque routier. Au-delà de l'excès de vitesse, alors chez nous, puisque nous sommes dépositaires, nous tenons les statistiques sur l'accidentalité routière au Bénin, avec l'aide de nos partenaires, la police, qui remplissent un document statistique chaque fois qu'il y a un accident, même quand il n'y a pas d'accident, pour qu'on puisse voir un peu quel est le comportement de ce phénomène-là dans la circulation. Donc, à côté de l'excès de vitesse, qui est facteur d'accident de la circulation et facteur d'aggravation des accidents de la circulation, il y a le non-respect des couloirs de circulation. Ça, c'est des éléments qui sont typiques, propres à notre pays, qui sont liés au profil de nos infrastructures routières, qui sont liés aux moyens de locomotion. Vous savez, notre pays a un système de locomotion très individualisé. Je veux parler des motos, où dans une famille, vous pouvez retrouver 2, parfois 3 pour le rejeton qui vient d'aller au bac. On va lui acheter une moto. Maman a une moto, papa a une moto. Donc, on a un système très individualisé dans notre pays, dans un environnement où, premièrement, les espaces dédiés ne sont pas toujours existants. Quand je parle d'espaces dédiés, je parle des bandes cyclables, des pistes cyclables. On pourra faire la différence après, qui ne sont pas toujours dédiés. Et dans un environnement où, et ça c'est un peu de notre responsabilité, nous travaillons à voir comment est-ce qu'on peut rattraper cette mansuétude coupable de l'administration, dans un environnement où l'entrée active des motocyclistes et en tout cas tous ceux engins 2, 3 et même les quadricycles à moteur, leur entrée active dans la circulation, quoique réglementée, n'est pas appliquée. Ça, ce n'est pas la faute aux usagers, ça c'est nous. C'est quoi la réglementation qui manque? Je veux dire. Non, la réglementation, elle existe. D'accord. J'ai dit que leur entrée active dans la circulation, quoique réglementée, c'est bien réglementé, mais ce n'est pas appliqué. Comment? Je ne sais pas si un policier vous a jamais demandé, quand vous conduisez un engin 2 roues motorisé, est-ce qu'un policier vous a jamais demandé votre permis de conduire moto? Personne ne vous l'a jamais demandé. Pourtant, c'est que ça existe dans le code. Et ce n'est pas la faute aux policiers, c'est des options. C'est des options. Il faut reconnaître qu'ils nous rattrapent aujourd'hui. On va travailler à rectifier ça. Donc, dans la réglementation, les motocyclistes, déjà, à partir de 60 cm3, les gens devaient avoir un permis. Le permis A1 pour les petites motos, là, BBCT, P50, etc., etc. On a le permis A1, on a le permis A2 pour les 125 cm3. Vous voyez les Genana et autres, les Pablo, tout ça là qu'on circule. Il y a un permis pour ça, le permis A2. Et puis vous avez le permis A3 pour les grosses cylindrées, les plus de 400 cm3. Ça existe. C'est ce même texte. Les gens qui sont adeptes de moto, les motards. Souvent les motards, voilà, les week-ends dans les voies en circulation, voilà. Eux, ils sont dans la catégorie A3. Normalement, ils devraient passer A3, mais il faut rendre quand même hommage. Pour la plupart, ils ont le permis A3. D'accord. Parce que c'est un engin qui nécessite une certaine dextérité, un certain niveau de prévention compte tenu de la force déployée, la puissance de la cylindrée et tout ça. Donc, à côté du permis, il y a toute une tradition de prévention qui doit être développée en termes d'équipement vestimentaire. Et ça va chez eux, ça va au-delà du casque. Il y a d'autres éléments de protection, les dorsales et autres qu'ils doivent mettre pour se protéger. Donc, il y a la question du respect des pistes et bandes cyclables. Je parle du non-respect des couloirs de circulation. Très bien. Non-respect des couloirs pour de résumer circulation. ça. Parce qu'il n'y a pas que les pistes et bandes cyclables qui soient les couloirs de circulation des motocyclistes et des tricycles. Il y a que quand dans le tracé de la voie, aucun espace n'est réservé spécifiquement aux motocyclistes. La loi dit que la route, il y a une place pour chacun
et chacun doit rester à sa place. À sa place. C'est un peu ce qu'on dit. Donc, lorsque il n'y a pas d'espace spécifique, on n'a pas dit ça c'est un espace réservé, le motocycliste a quand même sa place sur la chaussée, c'est-à-dire la partie normalement réservée aux véhicules, les automobiles, les camions et tout ça. Le motocycliste est à l'extrémité droite de la chaussée. Il reste à l'extrémité droite de la chaussée et il roule là. Et tous les autres usagers, camions et autres, utilisent cet espace avec lui et doivent respecter ce qu'on appelle les écarts, un écart latéral de sécurité suivant que nous sommes en agglomération ou qu'on est à race campagne. Quand on sera hors agglomération, la loi dit que sur les accotements, il peut arriver que le motocycliste les utilise momentanément, sur les accotements. Par exemple, il sent qu'il y a un véhicule encombrant qui vient derrière et il y a un autre devant. Et le croisement de ces deux-là risque de le coincer lui un peu. Il peut observer un écart latéral à droite pour que les deux véhicules qui se croisent, le croisement soit facilité. Donc, il y a toujours une place. Il se fait que lorsque nous parlons de non-respect des couloirs de circulation, soit que ces couloirs sont prévus en termes de pistes ou de bandes cyclables, mais les 2 roues et 3 roues motorisées n'aiment pas y aller, ils préfèrent rester sur la chaussée, ou qu'on n'a pas prévu de couloir spécifique, mais au lieu de rester à l'extrême droite, ils sont au milieu, ils sont à gauche. Et quand vous observez la circulation dans les endroits où ce n'est pas prévu, dans votre véhicule, vous êtes un peu comme le président Patrice Talon, vous êtes escorté par les motocyclistes à gauche, à droite, devant, derrière, un peu comme des motards qui vous encadrent pour votre sécurité. Donc c'est ça le non-respect des couloirs de circulation. Il y a une place pour chacun et chacun doit pouvoir rester à sa place. Et donc au-delà de cela, ces éléments-là qui sont des facteurs générateurs tout de suite d'accident de la circulation, excès de vitesse, non-respect des couloirs de circulation. Des couloirs de circulation. À côté de cela, il y a d'autres facteurs générateurs d'accidents, c'est la conduite en état d'ébriété, qui aussi se compose avec la conduite en état de fatigue. Conduite en état d'ébriété, la conduite en état de fatigue. Et ça, on ne l'a pas inventé dans le cadre de nos formations post-permis aux conducteurs professionnels, surtout les transports en commun de voyageurs et de marchandises. Ils vont vous souffler ça entre 1 ou 2 évaluations. Chers formateurs, la véritable maladie dont nous souffrons au-delà du sous-paiement, c'est que nous conduisons fatigués. C'est ça. Mais l'état d'ébriété dont vous parlez, comment l'apprécie-t-on? À quel moment on peut dire qu'on est en état d'ébriété? Est-ce que lorsque je prends par exemple juste une bouteille de bière, si par exemple, vous savez que parfois la bouche peut sentir de l'alcool alors qu'on n'est pas, sous. Alors à quel moment on apprécie l'état d'ébriété du conducteur? Oui, il faut reconnaître que pendant longtemps, cette question n'a pas été résolue par notre réglementation. Il nous reste 3 minutes. Notre réglementation, c'est normal parce que même en 1956, la France, qui est le pays colonisateur, même chez eux là-bas, ils n'avaient pas encore fixé des seuils d'alcoolémie. Et nous, notre réglementation est toujours basée là-dessus, en attendant que le projet de loi que nous avons édicté avec les textes d'application puisse passer. Donc, pour dire les choses, le vocable, le nouveau vocable aujourd'hui, c'est la conduite sous l'emprise de l'alcool. D'accord? Parce qu'on peut conduire sous l'emprise de l'alcool sans être en état d'ébriété. On peut conduire sous l'emprise de l'alcool sans être forcément ivre. Donc, pour apprécier l'état du conducteur sous l'emprise de l'alcool, situation qu'on peut réprimer, on va fixer ce qu'on appelle des seuils d'alcoolémie. Et dans la nouvelle réglementation qui est mise en place, nous avons fixé à la fois des seuils contraventionnels et des seuils délictuels. Le seuil contraventionnel pour tout le monde, c'est 0,5 g par litre de sang, donc 0,25 mg par litre d'air expiré. Ça correspond à quoi? Ça correspond à 2 bières. Ah bon? Voilà, quand vous prenez 2 bières, et que vous mettez ça peut ne rien, vous pouvez ne rien sentir. Vous pouvez ne rien sentir, vous dites que vous avez toutes vos facultés, vous avez vos sens et tout ça. Mais lorsque on va vous faire le test sur on va dire, la teneur de votre sang en alcool, que vous allez souffler soit dans le ballon ou bien dans un éthylotest électronique.
Lorsque ça va marquer 0,5 g par litre de sang, c'est que vous êtes dans une situation de contravention. D'accord? On va faire appel à votre poche, à votre porte-monnaie. Et pour sanctionner cela, on va vous mettre un peu à côté pour un état de dégrisement. Mais lorsque vous êtes au-delà des 0,5, c'est-à-dire 0,8 g par litre de sang, ou 0,4 mg par litre d'expiré, et là, vous êtes dans une situation délictuelle. Et là, c'est vraiment un PV, vous passez devant le procureur et c'est traité comme une matière correctionnelle. Ça devient un délit. Ça devient un délit. Ça devient un délit qui sera traité en matière correctionnelle. Mais là, ça équivaut à combien, puisque les gens n'ont pas d'éthylotest, enfin, oui, c'est pourquoi... Ça équivaut à combien de bouteilles de bière, par exemple? Bon, après, c'est qu'on va prendre le conducteur standard parce que habitué à l'alcool, parce que tout le monde, on ne réagit pas de la même manière à l'alcool. Des gens juste avec une petite bière, ils vont se mettre à chanter ici du matin au soir. Bien sûr. Et donc, on va se retrouver pour une bouteille avec un taux d'alcool, on va dire, de 5%. Je crois on est autour de 4,3 pour nos pits là et autres. Et puis 5% pour les Dopel, machin. Je ne fais pas de publicité. Non, pas du tout. Mais quand on prend la Dopel, par exemple, 5%, vous êtes autour de 6 bouteilles. Avec 6 bouteilles de Dopel, le taux d'alcoolémie a vocation à grimper à ce seuil de 0,8%. Donc, on va dire... Facilement, on peut se retrouver devant le procureur. Oui, très facilement. D'ailleurs, mon directeur l'a dit la dernière fois, rapidement en passant, notre code pénal, il est très strict. Même pour un fait, on peut vous retrouver devant le procureur. Puisque les articles sur les peines en matière de police de la circulation parlent d'emprisonnement Bon, tous les juristes ils vont de leur refrain, j'ai ma position par rapport à ça, mais ce qui est consacré, c'est ça. Donc, même en matière contraventionnelle, on peut vous retrouver devant le procureur. Il y a tellement de choses à dire. Le sujet est tellement vaste. On n'a pas encore parlé du port du casque. On n'a pas encore parlé... Vous avez évoqué ça tout à l'heure, le respect des feux tricolores, par exemple. Il y a tellement de choses à dire. Nous allons y revenir encore dans d'autres émissions avec votre disponibilité. Merci infiniment à vous d'avoir été sur ce plateau, M. Corvi. Vous êtes infiniment remercié par nos techniciens qui sont à la régie, qui ont conduit donc cette émission. Vous êtes chef service régulation du comportement des usagers de la route au Centre national de sécurité routière. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir sur ce plateau. Il est partagé. Merci infiniment d'avoir été là. Merci à vous, chers téléspectateurs qui nous avez suivis de bout en bout. Prenez le rendez-vous de notre émission Que dit la loi la semaine prochaine avec d'autres choses à dire encore, toujours dans le cadre de notre sécurité à nous tous. À bientôt.